Entre le monde ou entre la science mystique et occulte et la science dite inventionnelle, dite pragmatique, dite technologique, je dirais, et je vais reformuler, entre la science technologique et la science magique, il existe une frontière, il existe un point de connexion, il existe un lien. En fait, il existe un point de relation. Il s'agit de la science de la géostratégie. Oui. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Vous êtes sur la chaîne Euseb Avandino 369. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de la connaissance. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un grand thème. Comme vous le voyez au bas de la vidéo, la géostratégie, la science de la géostratégie et la spiritualité ancestrale. Alors, allons progressivement. Avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Partagez massivement la vidéo. Likez la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Nous ne pouvons pas parler ni des sciences occultes, ni des sciences magiques et des sciences technologiques, ni aussi de la science de la géostratégie, sans parler de ce que c'est que, sans vous donner la signification de ce que c'est que la connaissance. Et oui, la connaissance. En réalité, nous allons retourner dans la langue des oiseaux. Parce que par là, en fait, nous ressortirons les signes qui codifient la nature identitaire qui codifie la nature identitaire des concepts, ce qui va nous plonger dans la vérité. Alors, lorsque vous prenez le mot connaissance, vous avez connaissance. Connaissance. D'abord, premier niveau de connaissance, premier niveau de conscience, connaissance. Connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la connaissance, c'est tout simplement la renaissance de la conscience. C'est même la renaissance de l'être. La renaissance de l'être à travers la réactualisation de la conscience. C'est-à-dire la conscience qui se réactualise, qui se remodernise afin de servir de mécanisme de renaissance à l'être. C'est ce que c'est que la connaissance. La connaissance est un ensemble de mécanismes fondamentaux, universels, qui permet un certain contact entre l'esprit et la matière dans une interaction parfaite. Ça veut dire qu'en fait, la connaissance est à la fois immatérielle et matérielle. Regardez ça. La connaissance est à la fois immatérielle et matérielle. En fait, la connaissance, c'est tout simplement la connaissance. En fait, quand on parle de la connaissance, et nous avons suivi les mots et le son des mots, vous avez le mot ko et le mot n. Non, le son n. Vous voyez? Ko, ça, en fait, c'est un son à résonance intermédiaire. C'est un son qui tend vers la fermeture et qui tend en même temps vers l'ouverture. Donc, ko, vous voyez? Cela fait référence au dieu Horus.
Au dieu Horus dans la mythologie égyptienne qui représente le principe de l'héritage divin ou divin. Donc, lorsqu'on parle de coq, il s'agit tout simplement du principe de l'héritage. Il s'agit tout simplement de l'héritage. Et lorsqu'on parle de naissance, alors cela retourne encore à une ancienne divinité de l'Égypte antique qu'on appelle Nei ou Mei. Les deux sont valables. Nei pour parler de Nagal, Mei pour parler de Merekaut. En fait, pour parler tout simplement du serpent. Alors, la connaissance ou la connaissance signifie tout simplement l'héritage du serpent. Alors, le serpent symbolise la vérité, la vie, l'initiation, l'intelligence. Donc, la connaissance est l'héritage de la vérité. Alors, eh bien oui, c'est ça. La connaissance est l'héritage de la vie. C'est, voilà le pourquoi, en Afrique, vous ne manquerez pas de rencontrer certains sages qui vous diront le plus grand héritage que vous pouvez laisser à votre progéniture demeure la connaissance. La connaissance est fondamentalement un héritage. Alors, qui parle du serpent, parle aussi du sang, parce que le sang est serpent. Vous voyez, on appelle le sang le serpent liquide. Vous voyez? Donc on dira qu'en réalité, la connaissance est l'héritage du sang. C'est ce qui fait en réalité que si votre grand-père ou votre arrière-arrière-arrière-grand-parent a été un initié, un homme de connaissance, une femme de connaissance, vous, naturellement, de façon potentielle ou potentialité, vous disposez en vous des gemmes, vous voyez, et d'éveil d'élan, ou d'élan d'éveil à la conquête de la connaissance fondamentale. Et ça, si vous comprenez ce que je dis, c'est comme nous, nos grands anciens arrière-parents ont été des Éthiopiens. Et nous connaissons l'Éthiopie antique et le rôle que l'Éthiopie jouait auprès de l'Égypte. Parce que l'Éthiopie était une base arrière de l'Égypte. Ils ont certes migré vers l'Afrique de l'Ouest, tout en venant retrouver refuge à Savalo. Et nous connaissons bien le Savalo, l'Empire Savalo dans le royaume du Bénin. Bon, bref. Nous sommes bien placés pour mener la lutte que nous menons actuellement, car nous disposons en nous, en fait, en termes d'héritage, tout cela. Voilà. Cela ressort, cela vient clarifier une fois encore, vient confirmer le principe naturel qui dit tout est à sa juste place. Voilà. Donc, la connaissance devient là tout simplement un mécanisme, vous voyez, d'interaction, de communication, de communion, d'opération entre la matière et l'antimatière ou la matière et l'immatière. Voilà le pourquoi la connaissance est indispensable dans tous les plans de Dieu. C'est là qu'on parle de la transversalité de la connaissance. Oui, je sais que beaucoup se demandent, alors, quelle est la relation entre tout ça et le thème? Il y a bel et bien deux relations. Allons doucement, parce que bon, il faudrait quand même que je prépare votre conscience pour que ça ne soit pas comme un homme qui a envie de coucher avec une femme sans passer par les caresses. Il faut qu'on vous caresse, préparer votre conscience à accepter et à digérer et accepter l'information que nous voulons vous apporter.
Alors, la connaissance est en même temps une information divine. La connaissance, c'est la lumière. Oui, la lumière. Dans la première expression, le premier langage de son expression demeure la clairvoyance. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a la connaissance est une lumière, dispose de la lumière. Vous voyez? Donc, l'une des premières attitudes que la connaissance impulse en celui qui la détient, c'est la clairvoyance. Un homme de connaissance est un homme clairvoyant. Oui, c'est ça. Un homme de connaissance est fondamentalement un homme de clairvoyant, un homme clairvoyant. Contrairement à la science ou au savoir que vous pouvez détenir sans avoir une certaine, je vais dire, grandeur, sans avoir un certain entraînement, sans avoir une certaine culture de vertu, la connaissance est fondamentalement, je vais dire, une lumière qui impulse en vous, qui vous entraîne à la sagesse divine. Oui. Donc, en fait, la science, il y a en fait trois grandes dimensions. Il y a la connaissance, il y a la civilisation, il y a la science. C'est la connaissance qui produit la civilisation et c'est la connaissance qui produit la science. La science, c'est juste un ensemble de mécanismes qui permet de mettre la connaissance dans une forme de démonstration. Donc, en fait, si la connaissance est transversale, la science est transversale et universelle, la science est cet mécanisme, vous voyez, qui permet de cerner la connaissance. Voilà. Parce que la connaissance, c'est quelque chose à la fois qui est inaccessible et accessible. La dimension accessible de la connaissance, c'est ça qu'on va appeler la science ou la technologie. Donc la technologie est en réalité cette dimension qui rend la connaissance accessible, vous voyez, au moment dont la magie, en fait, ce mécanisme, cette dimension qui, en fait, rend la connaissance inaccessible et insaisissable. En fait, voilà, qui maintient la connaissance dans sa nature, dans sa pureté. Lorsque nous parlons de la géostratégie, d'abord, nous ne pouvons pas parler de la géostratégie sans la tradition initiatique. C'est impossible. Oui, c'est profondément impossible. Les anciens, les ancêtres, depuis l'Égypte antique, avaient connu la géostratégie. C'est eux qui ont initié la géostratégie. Alors, allons maintenant vers notre thème. Dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous avez souvent entendu parler d'une divinité emblématique. Une divinité qui est présente dans toutes les interactions entre les dieux. Une divinité qui représente même, je veux dire, le pilier de toute la sphère de l'Égypte, de toute la sphère des dieux. Il s'agit bien du dieu Tinti ou du dieu Thoth. Oui. Cette divinité que certains appellent le dieu Legba ou Elegba. Vous voyez? En réalité, toute la symbolique de la géostratégie divine est là. Le dieu Thoth est le principe de la vibration divine. Oui, c'est le principe de la vibration divine. Or, en fait, la vibration divine représente, ou bien, en fait, elle dispose de, ou est constituée de deux aspects fondamentaux. Il s'agit de la communion et de la communication. La vibration est tout simplement un mécanisme de communion et de communication, mais des dieux. Vous voyez? Alors, ce qui permet
à la communion et à la communication, vous voyez, d'être normalement demeure la stratégie. Je m'explique. Retournez à la légende associée au dieu Atum. Il est dit que lorsque Atum est apparu dans le Nil, et après ça va masturber pour mettre au monde le dieu Chou et la déesse Tefnut. La déesse Tefnut était une nerveuse, c'était une dangereuse. Et elle a dû fuir le palais de son père pour aller se mettre dans le désert. Suivez bien la légende. Et dans le désert, bon, sa famille l'a cherché, lui a fait trouver pendant des jours. Et le dieu Atum a dû ordonner à Thoth, suivez bien, Thoth et Chou, d'aller la répertorier. Et Thoth, en suivant Chou, on l'a retrouvé dans le désert. Premier niveau. Retournons maintenant encore dans la légende associée la déesse Nut et au dieu Geb. Il est dit que le dieu Geb et la déesse Nut étaient nés par union de Chou et de Tefnut. Et que les deux étaient ensemble. Et étaient collés ensemble. Donc le dieu Atum a dû charger le dieu Thoth de trouver une possibilité de séparer d'abord les dieux, les deux. Il s'agit du ciel et de la terre. Donc, le dieu Thoth a dû trouver la stratégie d'envoyer Chou, afin qu'il crée une séparation entre les deux. Vous avez encore vu la présence du Chou. Donc, les deux sont restés séparés pendant des 360 jours et ne trouva plus une possibilité de féconder. Alors la déesse Nut a dû négocier maintenant, s'est dû lancer dans un jeu, dans un Yasara, c'est-à-dire dans un jeu de loterie, dans un jeu de hasard avec le dieu Thoth. Et dans ce jeu, il a dû remporter 5 jours, gagner 5 jours du dieu Thoth, et grâce à ces 5 jours, il s'est rapproché de son mari afin de mettre au monde Osiris, Isis, Nephthys et Seth. Lorsque vous remontez encore dans la légende, vous allez constater que dans l'histoire, la légende associée à Osiris, Thoth est présent. Dans la légende associée au dieu à la déesse Isis, Thoth est présent. Dans la légende associée à Seth, Thoth est présent. Dans la légende associée à tout simplement le dieu, la déesse Nephthys, Seth est présent et Thoth est présent. Et même dans la légende associée à l'introduction de Horus, Thoth a joué un grand rôle. Et dans les légendes, Thoth est la divinité qui parvient à établir l'interaction de communion et de communication entre les dieux. En fait, tout le mode opératoire de la géostratégie est là. La géostratégie, c'est le dieu Thoth. Oui. La géostratégie, selon la spiritualité ancestrale, c'est le dieu Thoth. Et le dieu Thoth, de par son principe premier, est fondamentalement la force de croisement. La force de croisement des énergies, la force de croisement des mystères. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le dieu Thoth qui a le pouvoir de scruter l'interaction de chaque divinité dans la mémoire cosmique, ce qu'on appelle le fait. Voilà pourquoi on l'appelle le gardien du seuil. Parce que la géostratégie est un ensemble de mécanismes qui consistent à ressortir ou à établir des mémorandums d'équilibre donnés sur une terre, dans une nation. Alors, la nation que nous avons tous en commun, c'est l'univers. Nous sommes tous des citoyens de l'univers. Le principe qui établit, vous voyez, les modes opératoires
pouvant engendrer ordre, équilibre et harmonie dans l'univers. En fait, c'est le Dieu Thoth. Voilà pourquoi lorsque vous rentrez aussi dans les légendes du Fa, vous allez constater que là où il y a des situations, on envoie toujours le Dieu Thoth à venir régler des situations. C'est le maître de la géostratégie. Quand on parle de la géostratégie, c'est tout simplement en fait la mise en fonctionnement ou la mise en opération d'un état vibratoire pour générer un équilibre ou pour générer une harmonie ou un ordre. C'est ce que c'est que la géostratégie. Ce n'est pas la parole des politologues. La géostratégie est profondément une science spirituelle avant d'être une science politique. Or, bien que dans mes anciennes vidéos, je vous ai notifié que en fait, la géopolitique est spirituelle et que le pouvoir politique est spirituel et que vous ne pouvez même pas conquérir, exercer ou prétendre exercer le pouvoir politique sans avoir une base spirituelle. C'est impossible. Alors, la géostratégie joue maintenant un rôle, vous voyez, d'équilibre entre ce que je vais appeler la géomystique et la géoscience, ou je vais même dire la géomystique et la géodémonstration. En fait, la géostratégie est une fonction de l'oracle. L'oracle est le pilier entre le monde invisible et le monde visible. L'oracle, c'est l'œil. Voilà pourquoi dans toutes les cérémonies, les légendes associées à l'oracle, l'oracle ne fonctionne jamais sans le Dieu Thoth. Vous comprenez? Donc, sachez que quand on parle du Dieu Thoth, c'est tout simplement la géostratégie. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est la géostratégie qui s'occupe de l'interaction coordonnée entre la magie et la technologie. Pour que la technologie soit active, opérationnelle, il faut la géostratégie. Pour que la magie soit active, opérationnelle, il faut la géostratégie. Pour que la magie et je vais dire, ce que vous appelez la technologie se complémentarisent ou fonctionnent de façon continuelle et complémentaire. En fait, il faut la géostratégie. La géostratégie, c'est tout simplement le principe de la vibration qui comporte la communion et la communication des choses. Donc, le premier objectif de la géostratégie, c'est de servir de base de communion au principe et non de division. Voilà pourquoi la géostratégie ne va jamais, vous ne verrez jamais la géostratégie authentique intervenir pour diviser. Non. Non. La géostratégie, son second rôle, c'est de permettre la communication des choses. Les choses, c'est le développement. Il y a développement lorsque les forces qui sont en activité communient entre elles et communiquent entre elles. Parce que c'est dans la communion qu'il peut y avoir, en fait, je veux dire, l'analyse. C'est dans la communication qu'on peut définir maintenant les mémorandums pour accéder à un certain accomplissement. Donc, ceux qui font, même dans notre tradition aujourd'hui, de l'oracle, tout en pensant que oui, la géostratégie est différente de l'oracle, ils se trompent. La géostratégie est purement africaine.
Et le Dieu, en fait, l'essence de la géostratégie, par excellence, c'est le Dieu Thoth, le Dieu de la vibration, la force des croisements des énergies. D'autres l'appelleront le gardien du seuil. Restez tranquille. Le principe, l'élément fondamental qui symbolise le Dieu Thoth, c'est le pénis érecté ou l'érection du pénis. Alors, l'érection du pénis énonce quel principe? Le principe de la virilité universelle. L'érection du pénis, en fait, c'est ça qui est la symbolique du drapeau. Le drapeau symbolise l'érection du pénis. Vous comprenez? Et l'érection du pénis représente le principe de la virilité universelle. Voilà. Maintenant, qui sont ceux qu'on appelle les garants du drapeau? Ceux qui protègent le drapeau, les avant-gardistes d'un drapeau. Ce sont les militaires. Ce sont les militaires. La géostratégie est une science militaire. Ils sont des garants de la géostratégie. Voilà pourquoi, dans les situations les plus horribles, dans les situations d'incertitude totale, c'est les géostratèges qui prennent le pouvoir et qui prennent la direction, la gestion. Parce qu'en réalité, le principe de la virilité, c'est ça en fait qui représente la fonction d'éveil de l'équilibre. Parce que l'équilibre même dispose sa possibilité de s'auto-éveiller. Vous comprenez? Donc la possibilité à l'équilibre de s'éveiller, la possibilité à l'équilibre de s'illuminer, alors c'est le principe de la virilité universelle. Vous voyez, la possibilité à l'équilibre de se pérenniser, c'est le principe de la virilité, l'érection du pénis, le drapeau. Est-ce que vous comprenez maintenant la symbolique des choses? Est-ce que vous comprenez maintenant les choses? Vous comprenez? Alors, lorsque je rentre dans le code mystique des corps armés, ce que je vais présenter une émission sur ça dans les jours à venir. Eh bien oui, les corps armés, dans leur codification mystique, ils sont fondamentalement les enfants du Dieu Thoth. Les enfants du Dieu Thoth, dont les garants de la géostratégie universelle. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi ils ont un rôle de défense de l'intégrité. Je dis bien, suivez-moi bien, et suivez bien, je pèse bien mes mots, de l'intégrité spirito-matérielle d'une nation. Pas uniquement, je dis spirito-matériel d'un territoire. Ça veut dire qu'en fait, le militaire a le devoir de défendre l'intégrité identitaire d'une terre. Oui, l'intégrité identitaire d'une terre. Le politique, le civil n'est pas éduqué à la géostratégie. Non, je suis désolé. La divinité tutélaire des hommes armés, des militaires, c'est la divinité Thoth, le maître de la géostratégie. Dans tous les pays du monde, les grandes révolutions ont été menées par ces personnes-là. Maintenant, un civil peut être un géostratège s'il reçoit cette éducation, s'il a fait ces initiations, mais de par droit divin, en fait,
c'est ceux-là qui sont en fait, qui disposent, je vais dire, des gemmes de la géostratégie en eux de façon potentialitaire. La géostratégie n'est pas faite pour diviser. La géostratégie est faite pour établir une base, un mécanisme de communion et de communication entre je vais dire, le monde, les plans magiques et les plans technologiques. Vous voyez? Vous verrez même dans les légendes que le dieu Ré ne se réveille jamais sans l'accord du dieu Thoth. Voilà le qu'on appelle le dieu Thoth, le maître des pouvoirs. Le maître des pouvoirs. Qui protège le pouvoir politique? C'est les militaires. Même si un chef d'État est élu, il doit sa protection à qui? C'est les militaires. Eh bien oui, c'est ça. Vous devez savoir que la géostratégie est fondamentalement vibratoire. C'est un exercice vibratoire, c'est de la vibration. Ça relève, je vais dire, de l'élan vibratoire. Et en fait, ce qui unit et différencie la matière de l'esprit, c'est aussi la vibration. S'il y a quelque chose sur laquelle la matière et l'esprit peuvent s'entendre, c'est la vibration. Parce que l'esprit, c'est de la vibration haute. La matière, c'est de la vibration basse. Donc, et dans la spiritualité et dans la matérialité, eh bien oui, la géostratégie y est. Est-ce qu'on me comprend? La géostratégie y est. Dans mes vies antérieures, j'ai servi en tant que, je vous le dis, chef de garde pharaonique, mais de nationalité russe. Dans un pan de l'histoire de l'Égypte antique, les Russes avaient servi en tant que garde armée des pharaons. Donc, dans l'un de mes vies antérieures, j'ai été chef de garde pharaonique en tant que russe. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Dans l'un de mes vies antérieures, j'ai participé en tant que chef armé neutre à la guerre, la plus farouche guerre qu'il y a eu entre les chrétiens et les musulmans, et que les musulmans avaient remporté en l'an 1300 et quelques, remonté dans l'histoire. La géostratégie, nous la maîtrisons. Et de par mes connaissances spirituelles, de par ma responsabilité en tant qu'autorité spirituelle, c'est le minimum auquel on nous initie dans les couvents, la géostratégie. L'humanité est à un point culminant de son histoire. Seule la géostratégie peut le sauver dans sa quête d'équilibre. Je vous le dis. Je vous le répète. L'humanité a un point culminant de son histoire. Seule la géostratégie peut le sauver. Eh bien oui, seule la géostratégie peut lui permettre de restaurer son équilibre. La seule chose auquel il doit s'assurer, oui, l'humanité doit s'assurer à l'équilibre. Et seule la géostratégie est la solution idéale dans ce processus de restauration de l'équilibre de l'humanité. Les Sahéliens ont compris. La confédération de l'AES est née. Je vais vous donner la suite. Allez écrire ça quelque part. Quand je le dis, ça se passe, pas plus tard que le 29 octobre 2023, lors de notre conférence Être spirituel 2024,
récession et préparation, récession vibratoire, conquête et voilà, décrétage et récession vibratoire, j'avais annoncé déjà une confédération. Les audios sont là, vous pouvez suivre. Je vais vous réannoncer ce qui va arriver dans les moments à venir. Dans 12 ans, exactement. Ça peut être avant 12 ans, mais ça ne dépassera pas 12 ans. Si je calcule les cycles en fonction des aires astrologiques et de l'inclinaison vibratoire actuelle, dans 12 ans exactement, à compter du 6 juillet 2024, eh bien oui, naîtra la fédération de l'État-Ngoma. Allez écrire ça quelque part. Je dis bien dans 12 ans exactement. Les 12 ne sont pas au hasard. En tout cas, le temps nous donnera raison. Les 3 États là constitueront un seul État. Ce qui va représenter, ce qui va en fait servir de porte à une nouvelle forme d'intégration africaine généralisée. Et au plus, en 2059, tout serait clos déjà. Nous aurons une Afrique unie. On ne parlera plus des États, on parlera des fédérations. Mais, en fait, l'AES va se servir ou va se porter en pierre angulaire qui va initier cette nouvelle élan. Nous allons entrer de plus en plus dans une ère dont les gens vont s'éveiller à la réalité selon laquelle il faut se défendre en communauté que de façon unique ou unilatérale. Oui, c'est l'autre avantage de l'ère du vaisseau, la communauté. Vous avez une nouvelle Union soviétique sous nos yeux. Écrivez bien mes mots. Suivez bien, je pèse bien mes mots. La Confédération de l'Alliance des États d'Israël, la future fédération de l'État-Ngoma, c'est en fait l'Union soviétique moderne. Vous ne savez pas quelles sont les interactions, quels sont les tenants et aboutissants sur le plan spirituel vibratoire qui font que c'est la Russie qui a été choisie pour servir, je vais dire, de base de sauvetage à ces 3 États-là. Il ne faut pas qu'on se le cache, c'est la Russie. Vous ne savez pas quoi c'est la Russie. L'Union soviétique ne va plus jamais exister sous la forme de la Russie, mais l'Union soviétique va exister en Afrique. Et la nouvelle Union soviétique, ça sera l'AES. Le temps me donnera raison. Le seul mécanisme pouvant sauver le peuple de la décrépitude, de la perdition, de la disparition, du fatalisme, de l'impérialisme demeure la géostratégie. J'ai annoncé l'avenir. Les choses, c'est que je les ai vues. Et les choses m'ont vu. Et j'ai vu ce que j'ai dit. J'ai dit ce que j'ai vu. Et les choses m'ont entendu les dire, les énoncer. Et en son temps, nous ferons le pain. Point. Portez-vous bien avec Otep.